Bonjour chers téléspectateurs de Diaf TV. Nous recevons ce jour Patrick Mbeko, politologue, géopolitologue, journaliste et écrivain congolo-canadien. Auteur du très remarquable « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières au Congo par le Rwanda interposé », publié chez Nègre Éditeur en 2001, il récidive, cette fois avec un nouveau pavé dans la mare. Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda, 2 décennies de complicité criminelle en Afrique centrale. Le tableau que brosse cet essai est sombre. Il dépeint toute la mafia qui sous-tend le fonctionnement de la fameuse communauté internationale, qui s'appuie ici sur un être cynique, un monstre, j'ai nommé Paul Kagame, dictateur soutenu par l'Occident et véritable bourreau qui bénéficie d'une impunité indescriptible avec le génocide qu'il est en train de perpétuer en République démocratique du Congo. Bonjour Patrick Mbeko, bonjour. Merci d'être venu sur Diaf TV. Merci. Bienvenue donc sur le plateau de Diaf TV, Patrick Mbeko. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes en tournée pour la présentation de votre nouvel essai, on va dire plutôt un livre d'investigation. Tout à fait. Et donc le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda, 2 décennies de complicité criminelle en Afrique centrale. Oui. Alors, d'entrée, on constate que le titre est très violent. C'est-à-dire que vous accusez, n'est-ce pas, votre pays, on va dire le Canada, d'être dans des guerres en Afrique centrale et notamment de collusion avec le pouvoir Tutsi. Qu'en est-il exactement? Oui, en fait, je n'aime pas trop parler d'accusation, je préfère plus parler des faits. J'ai juste relevé des faits et donc ce sont des faits qui sont très graves. J'ai du Canada où je vis et tenter de comprendre en fait pourquoi les différents gouvernements canadiens se montraient complaisants envers le pouvoir Tutsi de Rwanda incarné par le président Paul Kagame. Donc en menant des recherches, parce que je tiens quand même à rappeler que ce pouvoir Tutsi a participé à l'assassinat des citoyens canadiens et étrangement le Canada n'a jamais voulu faire la lumière sur cette histoire. Donc pour moi c'était curieux et en tentant de comprendre pourquoi ce silence, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus complexes et beaucoup plus graves encore parce qu'il y avait une connivence très manifeste de notre gouvernement, des différents gouvernements canadiens avec le gouvernement criminel qui est au pouvoir au Rwanda. Ben, ça tombe très bien parce que le livre lui-même, en lui-même, il tombe à pic, d'autant plus que finalement, on a l'impression, en lisant le livre, on va histoire de le parcourir tout au long de cet entretien, on constate qu'il y a toujours des condamnations, notamment en France récemment, de quelqu'un, un tétraplégique qui a été condamné, n'est-ce pas, à 25 ans de prison. Voilà, à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité, justement par rapport au génocide Tutsi. Alors, on se pose des questions parce que, justement, le livre présente plutôt un pouvoir Tutsi qui est plutôt, lui, génocidaire. Tout à fait, c'est curieux parce que quand vous parcourez, pour ceux qui connaissent le dossier rwandais, ceux qui connaissent le dossier savent très bien que la plupart des accusations contre les Hutus ne reposent sur rien. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des extrémistes Hutus qui ont commis des crimes au Rwanda. Il y en a eu, il y a des gens qui ont commis des crimes au Rwanda. Seulement, la plupart de ceux qui sont accusés se révèlent être des boucs émissaires, parce qu'il y a quand même une version officielle qui présente les Hutus comme des génocidaires et le pouvoir Tutsi comme celui qui a stoppé le génocide. Mais moi, en travaillant sur ce dossier, je me suis simplement rendu compte que les génocidaires sont du côté du pouvoir Tutsi et ceux qui ont subi la guerre sont les Hutus. Mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, nous avons une justice de vainqueurs et donc la traque des Hutus s'inscrit dans cette logique-là. J'ai travaillé sur les procès au tribunal pénal international pour le Rwanda. Oui, justement. Oui. Et j'ai aussi travaillé sur des procès au Canada qui impliquaient des Hutus. Et ce qui est curieux, c'est quand on lit certains jugements, il y a des juges qui s'aventurent sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas, et je pense que
ça doit être le même cas dans ce qui vient de se passer ici en France, puisqu'il y a quand même des journalistes qui ont relevé les contradictions, qui ont relevé les insuffisances quand même de l'accusation. Malheureusement, les Hutus sont du mauvais côté de l'histoire, donc voilà pourquoi ils sont condamnés justement dans les tribunaux occidentaux qui ont, il faut le dire, l'habitude de donner des leçons aux Africains en termes de justice et de droit, alors que quand on essaie de voir un peu plus clair dans les procès qui se tiennent ici, on a l'impression d'assister à une justice non seulement des vainqueurs, mais une justice digne d'une république bananière. D'entrée, vous essayez de brosser le tableau, en fait, une espèce de tableau historique de cette relation Hutu et Tutsi, et qui repose en fait sur une légende. Tout à fait. C'est tout le problème dans l'histoire officielle du génocide. C'est que l'histoire officielle du génocide ne prend pas en compte l'histoire réelle du Rwanda. Et le grand problème, c'est qu'on a laissé cette histoire africaine à des pseudo-journalistes, à des pseudo-experts d'Afrique qui vivent en Occident, qui ne comprennent rien des réalités africaines, notamment rwandaises. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a pas des gens d'Occident qui comprennent ce dossier. Il y en a. Simplement, ceux qui sont à l'origine de l'histoire officielle sont pour la plupart du temps des farceurs. Il faut dire ça. Voilà, après on parcourt, hein, c'est un livre de 11 chapitres, et on tombe justement en premier sur le chapitre qui est consacré au président Juvénal Habyarimana, qui a été, en Occident notamment, considéré comme l'homme, n'est-ce pas, qui déclenche ce génocide. Et en plus, quand on lit vraiment le livre, vous inscrivez en faux par rapport à ces assertions-là, et présentez plutôt quelqu'un qui n'a pas vraiment pactisé avec les génocidaires. Mais tout à fait. Moi j'ai préféré me limiter aux faits. Mais les sentiments personnels, j'ai mis ça de côté. C'est-à-dire, quand on se limite aux faits, on constate simplement que le président Habyarimana n'est pas ce génocidaire qu'on nous a souvent présenté. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que le président Habyarimana, c'est sa mort qui a déclenché les massacres. Donc, ça doit être un génocidaire assez particulier dans la mesure où il va mourir il accepte de mourir pour que sa mort puisse déclencher les massacres. Donc, déjà, il y a un paradoxe. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on se réfère aux faits, que se passe-t-il? Le 1er octobre 1990, il y a une guerre d'agression contre le Rwanda, venue d'Ouganda. Cette guerre est pilotée par les troupes Tutsi qui faisaient partie de l'armée ougandaise. Quand on essaie de gratter un peu plus, on se rend compte que derrière ces Tutsis et derrière l'armée ougandaise qui soutenait ces Tutsis, il y a les États-Unis, Israël, le Canada et la Belgique. Et après, on fabrique un mythe, c'est-à-dire on accuse à partir de ce moment le président Habyarimana de commettre un génocide. Nous sommes à près de 14 mois avant la date fatidique du déclenchement des massacres. Donc il y a une commission d'enquête internationale qui sera en Rwanda, composée de plusieurs personnalités. Il y a des personnalités canadiennes, américaines, africaines, notamment rwandaises, mais aussi belges. Mais ce qui est curieux, c'est que ces gens vont se retrouver après, certains au service du FPR. C'est notamment le cas de M. Carbonare, qui était le président de l'association Survie. Oui, justement, voilà. Monsieur... De l'association Survie. En s'intéressant un peu plus aux personnalités canadiennes, dont William Shabazz, qui faisait partie de cette commission, on se rend compte que celui-ci était d'ailleurs très proche du pouvoir de Kigali après sa prise de pouvoir. Et c'est cette commission, c'est le rapport... Puisque le monsieur de Survie a été finalement conseiller du président rwandais. Comme vous le dites dans conseiller du président rwandais. Il y a même l'ancien ministre rwandais des Affaires étrangères du FPR qui dit qu'il était les yeux, les oreilles de Kagame. Donc, c'est quand même... C'est grave. Justement, on a envie de rebondir dessus en disant, finalement, ces ONG-là, ces ONG servent finalement quoi? Le pouvoir occidental? C'est pour cette raison que moi, dans mon livre, je dis, le terme approprié, ce n'est pas ONG, mais OAG, c'est-à-dire Organisation d'un autre gouvernement. Puisqu'on sait aujourd'hui que c'est... Il faut quand même dire que ce sont ces ONG-là qui ont produit un rapport qui accusait le président Habyarimana de mener une politique de génocide contre la minorité Tutsi. C'est là où la campagne a vraiment été mise en branle, et puis on a commencé à accuser le président Habyarimana et son entourage de tous les noms d'oiseaux. C'est à ce moment-là. Seulement, ce rapport-là a été contesté par la Cour fédérale du Canada. Il y a eu un rapport, il y a eu le jugement de la Cour fédérale du Canada a été, je pense, c'est l'un des jugements le plus complet, puisque les juges sont même étonnés du parti pris
de certains membres de ces ONG-là. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui, certaines ONG sont au service des pouvoirs dominants du Nord qui ont des intérêts stratégiques dans certaines régions africaines. C'est ça la réalité. Et alors, Survie, qui est une ONG française, a finalement trahi le pouvoir français, parce que quand on lit justement le livre, vous dites que, quelque part, entre les Noirs qui se massacrent, il y a des antagonismes entre Américains et Français, au Rwanda. Tout à fait. Et donc, Survie est allé du côté américain. Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a un ancien membre du FPR de Kagame qui est allé plus loin en disant d'ailleurs que Survie était très proche des services secrets britanniques. Et donc, je veux dire, Jean Carbonara était très proche des services secrets britanniques. Reste à vérifier, mais ça là au moins permet, ça explique en fait quand même l'orientation de cette ONG dans le dossier des Grands Lacs. Et même dans plusieurs dossiers africains. Parce que je tiens quand même à rappeler que même dans le cas de la Côte d'Ivoire, Survie s'était ligué du côté du pouvoir Ouattara qui est soutenu par des anglo-saxons. Donc, on voit quand même cette ONG se liguer toujours aux côtés des pouvoirs qui tentent de déstabiliser le continent africain. Et dans le cas des Grands Lacs, Survie s'est penché du côté du pouvoir Tutsi de Rwanda et de ses soutiens anglo-saxons. On constate d'ailleurs que Survie n'a jamais attaqué les États-Unis qui soutenaient le pouvoir Tutsi. Survie n'attaque pas Israël, Survie n'attaque pas le Canada ou la Belgique. Survie concentre ses attaques sur la France. Mais c'est normal, puisque dans la mesure où les États-Unis, vous l'avez dit, je l'explique dans le livre, sont en guerre. Il y a une guerre subtile, il y a une guerre non déclarée officiellement entre les États-Unis et la France, entre les pouvoirs anglo-saxons et la France, dans le précaré France-africain, il faut quand même le dire. Donc les États-Unis, après la fin de la guerre froide, ont voulu déloger les Français de cette région importante d'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Et donc, ils se sont servis des extrémistes Tutsis, mais aussi des ONG comme Survie. D'accord. Toujours en parcourant le livre, on découvre que les multinationales ont un poids assez considérable. Et que ça sous-tend en fait cette guerre, parce que le soutien des Occidentaux au Rwanda, un petit pays dépourvu de tout, pratiquement, c'est dû à quoi? Parce que vous essayez d'expliquer que ouais, c'est finalement pour mieux piller le pays voisin, la RDC, qui est juste à côté. Tout à fait, oui. Alors, de quoi s'agit-il réellement quand on... Et là, dans ce livre, je vais plus loin parce qu'il y a un rapport de la CIA là-dedans. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on voit dans le rapport de la CIA la place qu'occupe le Rwanda dans la stratégie américaine dans la région. Le Rwanda sert en fait de port d'entrée dans la région des Grands Lacs. Et c'est un projet très ancien, puisque déjà dans les années 60, les Américains avaient approché le premier président du Rwanda pour utiliser une partie du Rwanda comme zone d'opération secrète, zone d'opération pour les troupes américaines dans plusieurs régions d'Afrique centrale. Et on se rend même compte qu'ils veulent mener des actions jusqu'en Algérie, puisque quand vous lisez le rapport de la CIA, vous voyez même que l'Algérie est visée. Et nous savons aujourd'hui que l'Algérie est d'ailleurs visée par les... Dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone. Donc le Rwanda, en fait, c'est sa position géographique, en fait, qui fait que les Américains l'utilisent comme point d'entrée dans la région des Grands Lacs pour mener des opérations de déstabilisation, aussi de pillage de ressources africaines, notamment congolaises. Et il faut surtout relever que le pillage de ressources à l'est du Congo est mené par l'armée, est supervisé par l'armée rwandaise et aussi ougandaise. Et vous allez voir partout les multinationales que j'ai citées, les multinationales canadiennes, Amfi, Barry Gold et tout ça, opèrent sous la supervision des troupes rwandaises. Donc ces gens-là ne font même pas affaire avec le gouvernement qui est le gouvernement central de Kinshasa. Ils sont là avec le gouvernement du Rwanda qui met en place des rébellions de façade pour mieux piller le pays. Pourquoi? Parce qu'il faut une instabilité chronique, permanente, qui va permettre à ces multinationales de faire même bas sur les ressources du pays sans avoir à signer des contrats légitimes ou légaux, on peut dire, avec le gouvernement légitime du Congo. Voilà. Et on arrive quand même justement à cette collision, n'est-ce pas, entre le pouvoir canadien et le pouvoir Tutsi, avec justement Kagame lui-même. On se rend compte que c'est probablement le dirigeant en poste actuellement en Afrique qui est soutenu le plus par l'Occident, et bien évidemment aussi le président ougandais Yoweri Museveni, qui sont soutenus par
l'Occident, parce que le chef de file de l'Occident, les Américains les soutiennent, mais qui se permettent tout. C'est-à-dire qu'on voit notamment M. Kagame, qui est à l'origine de l'assassinat de 2 chefs d'État africains, Tout à fait. qui assassine pratiquement tous ses compagnons de route, si j'ai cru comprendre hein, dans le livre, mais à qui personne ne trouve rien à redire. Comment expliquez-vous cela? Parce que c'est le sous-traitant officiel des intérêts anglo-saxons. On a parfois de la difficulté à comprendre le deux poids deux mesures des Occidentaux. On fait du bruit en Syrie quand des criminels s'attaquent à un gouvernement légitime. On s'agite en Crimée. On traite Vladimir Poutine de nazi, carrément de Hitler. Et on arrive face à un dirigeant brutal, sanguinaire, qui tue non seulement ses propres compatriotes, mais qui massacre des Congolais. On parle aujourd'hui, ce sont les chiffres des Occidentaux eux-mêmes, là. Eux-mêmes disent 6 millions de morts. Ils massacrent des citoyens occidentaux, des prêtres qui n'ont rien fait. Ils tuent n'importe qui sur son passage et on ne fait rien. À la limite, on bourdonne. Pourquoi? Parce que ce monsieur, Paul Kagame, comme on l'a dit, est le sous-traitant officiel de ses intérêts anglo-saxons. C'est grâce à ce monsieur que l'Afrique des Grands Lacs est mise à feu et à sang. C'est encore ce monsieur, quand même, qui permet aux troupes aux États-Unis de mener des politiques clandestines dans des pays comme le Soudan et encore aujourd'hui en Centrafrique. Donc si on n'a pas un regard braqué sur le rôle de Kagame dans la région, on ne peut pas comprendre en fait la complaisance et le soutien dont il bénéficie en Occident. Il faut toujours avoir un regard braqué sur ses actions en Afrique centrale pour le compte des multinationales et de certains États occidentaux pour comprendre pourquoi il y a un silence assourdissant autour de ces crimes à travers toute la région des Grands Lacs. Et ce qui est assez étonnant, quand on parcourt le livre, ça, je vais aller sur le volet justice, hein, justement, oui, c'est de voir cette complaisance, notamment du TPIR, hein, le tribunal pénal international rwandais, et qui a des dossiers complètement vides, mais condamne. Tout à fait. Comment peut-on expliquer ce comportement-là? En fait, je pense que cela devrait beaucoup plus réveiller les Africains, qui ont tendance à croire que la bonne justice est rendue par ceux qui prétendent être les maîtres du monde. C'est ça la réalité. Quand vous regardez le dossier du TPIA, ce qui frappe, c'est qu'il y a de la magouille. Il y a, non seulement, il y a une justice des vainqueurs, mais qui repose sur de la magouille. Et il y a une mafia qui nous dit son nom, TPIR. Le premier condamné pour génocide de TPIR est un innocent. On le sait. Oui, justement, monsieur, son nom. Akayesu. Akayesu. Monsieur Jean-Paul Akayesu est innocent. Le monsieur est condamné sur la base des rumeurs et des témoignages douteux. Et pourtant, un membre de FPR a très bien dit que ce monsieur n'était même pas impliqué dans les massacres. Vous savez... Justement, je vous coupe pas, mais est-ce que son tort, c'est d'avoir été bourgmestre dans une ville, on se dit... Son tort, c'est d'abord d'être Hutu, oui, et d'avoir été du côté des vaincus. C'est ça la réalité. Et son tort, surtout, c'est aussi d'être africain, parce qu'il faut quand même comprendre que, à travers la condamnation de Jean-Paul Akayesu, c'est une condamnation globale des Hutus, mais aussi des Africains que nous sommes. C'est-à-dire, on montre, qu'on dit, on sous-entend que ces gens, il y a des Africains qui sont des génocidaires. D'ailleurs, on n'hésite pas à traiter les Hutus qui n'ont pas certains Hutus de Hutus modérés. C'est-à-dire, c'est comme si les Hutus, en partant naturellement, sont des génocidaires. On n'a pas dit de tous les Allemands que c'était des nazis. Mais comment peut-on avoir cette largesse de dire qu'il existe de Hutus modérés parce que d'après ces faiseurs d'opinion, les Hutus en général sont des génocidaires? C'est très grave. Et c'est aux Africains de rectifier, je pense, cette manière de lire l'histoire, surtout des Africains, parce que c'est après tout l'histoire des Africains. Mais ce monsieur a eu le malheur, je dirais entre guillemets, d'être Hutu et d'être du côté des vaincus. Et c'est comme ça que le TPR rend justice. Et je tiens à rappeler aussi, parce qu'il y a un autre cas que je relève, le cas du Premier ministre Jean Kabanda, justement, qui a été condamné pour génocide sur la base d'un aveu extorqué par un policier condamné au Canada, M. Pierre Duclos. Donc le TPR embauche des criminels, des gens qui ont été condamnés par la justice dans d'autres pays, en Occident ou ailleurs. C'est très grave.
Mais on comprend pourquoi aujourd'hui, des gens comme Kagame ne sont pas poursuivis. Parce que je tiens à rappeler que le TPR n'a jamais poursuivi un seul membre du Front patriotique rwandais de Kagame. Et pourtant, les crimes de Kagame sont largement documentés. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, si le TPR ne le fait pas, pardon, la CPI ferme les yeux. La CPI qui s'agite sur le président Laurent Gbagbo, la CPI qui s'agite sur le président Omar el-Bashir, peine aujourd'hui ou ne veut simplement pas poursuivre un criminel avéré, dont les crimes sont documentés dans des rapports des Nations Unies. Le dernier rapport, le rapport Mapping qui est sorti en 2010, dit clairement, parle clairement là, de génocide. Mais le monsieur est libre, il peut circuler, il est réussi en Occident, tapis rouge. Bon. C'est curieux, c'est étonnant, mais en même temps ce n'est pas étonnant, puisque ces gens sont des criminels. Il faut les qualifier, il faut les décrire tels qu'ils sont. Les dirigeants occidentaux, la plupart d'entre eux sont des criminels de grand chemin en cravate. Et il est très normal pour ces criminels aujourd'hui de protéger d'autres criminels. C'est comme ça que les Africains doivent lire les événements. Et cesser d'être complaisants quand il s'agit de pointer du doigt ces criminels de grand chemin. Je parlais d'un livre très dur. N'avez-vous pas peur d'être demain accusé, n'est-ce pas? Je veux dire, les Tutsis n'ont pas encore le pouvoir de certains lobbies, mais d'être accusé de négationnisme. Non, mais on m'a déjà accusé de négationnisme, on m'a accusé d'être révisionniste et tout, mais je me dis, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je pense que lorsque l'histoire est grossièrement falsifiée, comme dans le cas du Rwanda, la moindre des choses, c'est de la réviser. Et sur ce, j'endosse ce qualificatif de révisionniste, j'ai pas de problème avec ça. Pour dire négationniste, moi j'attends de mes contradicteurs des éléments attestés. Pas des anathèmes. Le livre est très documenté, ça déjà, nous vous félicitons, on est ça ici sur Dier TV, parce que bon, il suffit d'aller aux annexes pour comprendre que les faits relevés ne viennent pas de vous. Et justement, on arrive à ce qu'on appelle l'histoire officielle. Et un cas particulier que beaucoup de gens doivent connaître, c'est le cas du chanteur Corneille. Tout à fait. Qui se retrouve finalement le cul entre deux chaises, qui ne peut pas réellement s'exprimer, qui n'arrive pas à rentrer au Rwanda, et qui appelle de ses voeux, n'est-ce pas, une réconciliation entre Hutu et Tutsi, alors que, d'après justement ce que vous relevez dans le livre, derrière ce génocide-là, Tutsi, ce sont plutôt, lui qui est bi, n'est-ce pas, il est Tutsi et Hutu, sa mère est Hutu, mais ce sont les Tutsis qui ont massacré sa famille. Tout à fait, ce sont les hommes de Kagame qui ont tué la famille du chanteur Corneille. Il y a plusieurs personnes qui le disent, un peu des membres du FPR, que ce sont les membres du FPR. Mais c'est ça toute la problématique dans l'histoire officielle du génocide. C'est-à-dire, il y a des aventuriers en Occident qui s'aventurent à écrire l'histoire des Africains, sans les Africains, ou en le faisant sans la moindre rigueur, parce qu'il faut quand même une certaine rigueur, enfin un minimum de rigueur. Dans le cas du Rwanda, et d'ailleurs dans plusieurs cas, quand il s'agit de l'Afrique en tout cas, c'est que ces experts, surtout en Occident, et notamment en France, ne prennent aucune précaution. Ils parlent des émotions, je ne sais même pas ce que je peux dire à ce propos, mais c'est quand même flagrant, dans la mesure où vous prenez le cas de C'est peut-être volontaire, non? C'est volontaire. À un moment donné, on sent que c'est volontaire. Quand vous voyez un intellectuel, je veux dire, il se prétend intellectuel, un homme comme Jean-François Dupaquier, ou des gens comme Jean-Pierre Chrétien, du CNRS, là, ces gens sont les spécialistes attitrés du Rwanda. Ces gens sont passés maîtres dans l'art de la falsification historique des événements et des faits. C'est ça la réalité. Quand vous lisez un monsieur comme Jean-Pierre Chrétien, ça se demandait si ce monsieur n'est pas le porte-parole du gouvernement rwandais. On attend d'un intellectuel de la rigueur. Moi, je ne suis pas Hutu, je ne suis pas Tutsi, je ne suis pas rwandais. Je tiens à le dire là. Et ce ne sont pas mes sentiments que je vais mettre dans le livre. Moi, ce sont des faits qui m'intéressent. Vous vous intéressez au cas du chanteur Corneille. Corneille est né de père Tutsi et de mère Hutu. Seulement son père Tutsi était proche du pouvoir Hutu, du président Habyarimana, celui-là même qu'on nous présentait comme le massacreur de Tutsi, celui qui a planifié le génocide des Tutsis. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le père de Corneille, qui est Tutsi, a évolué comme plusieurs Tutsis.
durant le règne du président Habyarimana. Et beaucoup de Tutsis ont prospéré sur Habyarimana, au point que certains extrémistes Hutus accusaient le président de toujours favoriser les Tutsis. Le président est assassiné, plusieurs Hutus et Tutsis sont assassinés. Par qui? Par les Tutsis qui prétendaient libérer le Rwanda du génocidaire Habyarimana. Et face à cette histoire officielle, un chanteur comme Corneille ne peut rien dire, puisque quand vous avez des gens comme au Canada, le général Roméo Dallaire, qui passe pour un héros au Canada, celui qui était le patron de la mission des Nations Unies. J'allais embrayer sur le général Dallaire, qui est adulé au Canada, en Occident. On a fait un film sur lui. On dit que c'est celui qui a serré la main de Diable Hutu pendant le génocide. Quand Corneille est face à ce genre, à cette réalité, que peut-il faire? Dire que mes parents ont été tués par les hommes de Kagame, cela va provoquer un cataclysme dans la mesure où ça va remettre en question toute l'histoire du drame rwandais. Donc il se tait, tout ce qu'il peut faire, c'est appeler à la réconciliation de Rwandais, parce qu'il a quand même une carrière à protéger. Donc voilà la difficulté des enfants nés par exemple de cette union-là. Il faut quand même dire que les Hutus et les Tutsis parlent la même langue. C'est ça qui est un même peuple. Mais on essaie de nous dire que voilà, ce sont des Africains. Les uns, quand vous remontez à la période coloniale, on présente les Tutsis comme des gens qui sont beaucoup plus proches de l'Occident parce qu'ils ont un nez fin et tout, et que eux, ce sont des aristocrates, ils peuvent marcher et dominer la majorité Hutu des Bantous, hein, donc les petits sauvages qui ne servent à rien, et après ces mêmes aventuriers, et on écrit une histoire comme ça, et après il y a des répercussions plus tard, puisqu'on insère ça dans le mécanisme psychique des peuples. C'est ça tout le problème. Et donc quand vous regardez l'histoire du droit rwandais, l'histoire officielle, vous vous rendez compte de l'énormité, de la bêtise en fait qui entoure cette histoire officielle. Je ne suis pas là pour dire que moi, Patrick Mbeko, je sais tout, mais je peux au moins dire aujourd'hui que les éléments que nos contradicteurs nous ont pas encore opposé des éléments à tester. Nous avons apporté des éléments jusque-là qui se confirment. Mon premier livre est sorti il y a 2 ans et demi. Il y a des gens comme Charles Onana qui a écrit, Pierre Péan, Robin Philpot, tout ce que nous avons dit se confirme aujourd'hui. Et donc nous attendons toujours les preuves du camp d'en face, de ceux qui prétendent que Kagame est celui qui a arrêté le génocide, puisque moi je dis que c'est lui qui l'a organisé et celui qui en est le responsable premier. Moi c'est ce que je dis dans mon livre, ça c'est ma thèse, c'est une thèse qui repose sur des éléments, comme je disais, il y a des documents en annexe, et aussi le livre est quand même amplement documenté, donc il y a beaucoup de sources. Et là, justement, on se dit, bon, cette protection de Kagame, n'est-ce pas, qu'il a en Occident, etc., est-ce que finalement, un tribunal, ou bien, je pas un tribunal, pardon, autant pour moi, hein, je veux parler des juristes, est-ce qu'il y a des juristes africains qui peuvent prendre à bras le corps cette affaire et porter devant les tribunaux ce cas Kagame, et bien évidemment avec tous ces patrons, entre guillemets, qui sont à l'origine vraiment de massacres, notamment en RD Congo. Tout à fait. Je pense que les Africains peuvent le faire. Le problème, c'est le courage. Et aussi, la plupart des juristes que j'ai rencontrés, en tout cas parmi les Africains, le problème, c'est qu'ils parlent d'un postulat qui est faux. Ils parlent du postulat distillé dans la presse fast-food dans l'Occident. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire, pour eux aussi, ils partagent les vues de ceux qui soutiennent Kagame. Ils disent qu'il y a eu un génocide au Rwanda et tout, bon, les Hutus ont commis un génocide. C'est là tout le problème. Je pense que les Africains doivent commencer d'abord par partir d'un paradigme qui est africain. La compréhension de cet événement doit être africain. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Tutsis qui sont contre Kagame. Pardon, il faut le dire. Il y a beaucoup de Tutsis qui sont contre Kagame. Parce que parfois on essaye, dans ce débat, on arrive parfois, on veut nous faire croire que, bon, voilà, les Hutus et les Tutsis, quand nous parlons de ce génocide, on dit, bon, ils défendent les Hutus parce que les Tutsis... Non, le problème, c'est le pouvoir Tutsi du Rwanda et les Rwandais. Et les Congolais
et les Canadiens, tous ceux qui ont été victimes de ce pouvoir Tutsi et de ces soutiens occidentaux. Et donc il y a des juristes africains qui peuvent le faire, mais ils doivent partir d'un postulat qui est autre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, les choses sont en train de changer, puisqu'il y a des éléments, qui sortent de plus en plus. On a des révélations provenant même des membres, des gens qui étaient très proches de Paul Kagame, hein, qui disent que bon, il est à l'origine de l'attentat contre l'avion présidentiel, l'élément qui a déclenché le génocide. Ils disent que c'est un grand criminel. Maintenant, c'est aux Africains de se prendre en charge. Je pense qu'il y a des Africains capables de le faire. Est-ce qu'ils pourront le faire devant ces tribunaux finalement qui, à la limite, ne servent à rien? C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a, au Congo, par exemple, dans d'autres cas, il y a des juristes qui ont appelé la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. Je ne suis pas contre. Mais le seul problème, c'est que vous allez juger qui? Et qui vont mettre en place les juridictions? Parce qu'il y a des précédents, il ne faut pas quand même gommer l'histoire. Il y a le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, la justice des vainqueurs. Le TPR pour le Rwanda qui est juste là à côté, la justice des vainqueurs. Dans le cas, le tribunal spécial pour le Liban, que de la magouille. Le Hezbollah nous a montré comment Israël manipulait les juges. Un des juges impliqués d'ailleurs, un des procureurs impliqués est proche d'Israël et des services secrets anglo-américains. Vous allez en Sierra Leone, il y a eu le jugement sur Charles Taylor. Moi j'ai discuté avec les avocats de Charles Taylor à un moment donné. Mais le dossier est vide. Je ne dis pas que Taylor n'a rien fait, mais présentez-nous des éléments. Donc dans tous ces cas, vous avez toute cette magouille, toute cette mafia là. Maintenant, si les mêmes personnes, puisqu'un tribunal pénal international est mis en place à travers une résolution du Conseil de sécurité. Donc, en partant, c'est une institution qui est illégale, puisqu'une justice doit être indépendante. Et quand un organe politique comme le Conseil de sécurité met en place une juridiction pareille, cette juridiction est déjà illégale. Mais cette juridiction va juger qui? Les pantins ou ceux qui font ces pantins? On va juger Kagame, on va laisser les États-Unis qui vont créer un autre monstre qui va encore déstabiliser la région ou dans d'autres coins du globe. Et ce monstre-là sera jugé et les États-Unis vont encore créer un autre. C'est un cercle vicieux. Je pense moi je pense qu'au niveau des Africains, il faut d'abord nous devons reprendre notre souveraineté. Les États africains ne sont pas souverains. La plupart de nos chefs d'État sont sous le joug des pouvoirs occidentaux. Si nous arrivons à reprendre notre souveraineté comme les peuples d'Amérique latine, nous avons de quoi faire chanter ces gens-là, puisqu'ils ont besoin de nos matières premières. Et puis le monde, ce n'est plus le monde unipolaire. Nous sommes dans un monde qui est, je dirais, multipolaire. Il y a la Chine, il y a la Russie. Nous devons simplement savoir tirer notre épingle du jeu dans cet échiquier international en perpétuel mouvement. Nous sommes à même de dire, si nous ne pouvons pas juger les dirigeants occidentaux, nous sommes au moment de dire, vous devez nous payer pour tout ce que vous avez fait. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Nous fixons, la Libye avait fait payer l'Italie pour les crimes commis à l'époque coloniale. La Libye l'avait fait. On n'a pas condamné Berlusconi, mais au moins nous avons obtenu réparation pour les peuples. C'est un signe qu'au moins on est responsable de sa destinée. Mais quand on laisse notre avenir aux mains des aventuriers ou des criminels de grand chemin qui sont en Occident, nous arrivons à cette situation, nous ne savons même plus comment rendre justice à nos propres populations. Et je pense que nous devons renverser les rapports de force, jouer sur l'échiquier international, puisqu'aujourd'hui tout le monde veut se servir en Afrique, donc nous avons des éléments au moins pour faire chanter les uns les autres, en tout cas pour tirer notre épingle du jeu, et à partir de ce moment, nous pouvons aussi exiger, nous pouvons mettre des exigences sur la table pour dire, il y a eu des crimes chez nous, nous savons que c'est vous qui avez soutenu ces gens-là, même si vous dites que bon, vous n'avez pas commis de crimes directement, vous les avez soutenus, nous demandons réparation. Sans ça, nous n'allons pas transiger avec vous, nous préférons par exemple nous tourner vers les Chinois, de toute manière ils n'ont même pas d'argent. Donc voilà. Et donc, justement, par rapport à ces tribunaux internationaux, on va dire... Ce sont des tribunaux, moi j'ai toujours dit, ce sont des tribunaux occidentaux qui n'ont d'international que le nom. D'accord. Et justement, vous avez raison, parce que quand on lit le dernier chapitre du livre, avec la fameuse juge Louise Arbour, oui. Alors, on se dit, mais on est en plein délire. C'est-à-dire que le Canada fait partie, n'est-ce pas, des pays à l'origine de tous ces massacres-là, ils pillent en RDC, mais finalement, quand on crée un tribunal sur le Rwanda,
La juge est canadienne. Comment l'expliquer? La juge est canadienne. La juge enterre des enquêtes qui incriminent leurs sous-traitants locaux, notamment, je veux dire, Paul Kagame et les siens. Et donc, on se retrouve là, c'est ce que nous disions tantôt, hein. On se retrouve devant un mur. Le grand problème, c'est ça, c'est-à-dire ceux qui mettent en place ces juridictions sont ceux-là qui nous pillent à travers leurs marionnettes locales. Et donc, Louise Arbour, qui est une juge canadienne, elle était juge à la Cour suprême du Canada, qui est d'ailleurs présentée comme un exemple à des étudiants en droit dans les universités canadiennes et qui a été décorée par le président Jacques Chirac, et celle-là même qui a enterré une enquête des Nations Unies qui pointait Paul Kagame comme étant le responsable de l'attentat contre l'avion présidentiel. Et cette dame-là, après le TPIR, elle se retrouve à la tête de l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, c'est étonnant, c'est curieux et c'est en même temps révélateur d'une réalité. Que ceux qui prétendent être les maîtres du monde, ceux qui professent la démocratie en le point finir, sont simplement des mafieux. Et quand vous avez une telle dame qu'on présente à monsieur ou madame tout le monde comme étant un exemple pour la justice et les droits de l'homme, je pense qu'il faut s'en méfier. Et c'est aux Africains, à un moment donné, de tirer le leçon de toutes ces histoires sombres, très noires, qui se passent au niveau des institutions occidentales qui se font appeler internationales. Oui, justement, parce que bon, donc ce cas de cette juge-là, et bien évidemment le cas du général Dallaire, sont assez surprenants parce qu'on se dit finalement que la zone des Grands Lacs a été abandonnée par la soi-disant communauté internationale. Oui. Tout à fait. C'est quoi la communauté internationale? C'est les États-Unis, l'Union européenne et... Je sais pas, c'est tout d'ailleurs. Hein. C'est les États-Unis, l'Union européenne, ajouter peut-être le Japon. Mais c'est tout le problème. La région des Grands Lacs, je ne dirais pas qu'elle est abandonnée. Je dirais plutôt qu'elle est aujourd'hui sous l'emprise de certaines forces. Sous l'emprise d'un fondamentalisme néolibéral. Sous l'emprise d'une mafia occidentale. Je ne dirais pas internationale parce que par international on entend l'Afrique, l'Asie, les Chinois, les Russes qui ne se reconnaissent pas, qui ne sont pas impliqués. Donc il y a une mafia occidentale qui s'est emparée de la région des Grands Lacs et je pense surtout qu'il faut que les Africains fassent très attention, s'intéressent beaucoup à tout ce qui se passe là-bas parce que c'est ce qui est en train de se passer dans notre région. L'Afrique des Grands Lacs a ouvert le bal, mais on a vu la Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui la Libye, le Mali, la Centrafrique, où on perd les mêmes forces, parce que je tiens quand même à rappeler que les troupes rwandaises ont été déployées en Centrafrique, les troupes rwandaises ont été déployées au Soudan. Et ces troupes rwandaises reçoivent l'appui du Pentagone. Donc ça dit tout. Donc il faut ouvrir, nous devons grandement ouvrir les yeux, les autres frères africains doivent grandement ouvrir les yeux, parce qu'il y a une stratégie de déstabilisation globale. Les Américains veulent instaurer une démocratie du marché, donc une démocratie des cimetières dans plusieurs régions d'Afrique, et c'est aux Africains de prendre garde. Donc des pays comme le Cameroun, le Nigeria, tous ces pays qui possèdent des ressources naturelles doivent faire très attention, puisqu'aujourd'hui le capitalisme est chancelant. Face à des adversaires coriaces comme la Chine et la Russie, ces gens ne reculeront devant rien. S'ils ont été capables quand même de massacrer, alors qu'ils étaient seuls, hein, parce que après la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, ils étaient seuls, ces Américains. Ils ont quand même été capables de massacrer des gens pour s'emparer des ressources congolaises. Donc aujourd'hui, face à la Chine, face à la Russie ou face même au Brésil, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ils peuvent tuer encore plus, puisque d'ailleurs, il y a un général américain qui le disait, le général Peters, qui disait que c'est un nouveau siècle américain. Pour maintenir notre train de vie, nous devons susciter des haines et tuer beaucoup. Notre entretien tire à sa fin. Oui. Justement, c'est un livre vraiment très enrichissant. Merci. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a la fabrique d'un génocide Tutsi, il faut le dire. Les documents sont là pour le prouver. Et ensuite, il y a cette protection de tous les dictateurs africains, pour peu qu'ils soient des agents de la CIA et autres, ou des multinationales, n'est-ce pas, en Afrique. Alors, Patrick Beko, quel est justement, par rapport à cet entretien, votre dernier mot? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Africains
Comment voulez-vous faire qu'ils perçoivent ce grand livre d'investigation? Merci beaucoup. Je dirais d'abord qu'il faut que les Africains lisent leurs frères qui se battent à comprendre, à emmener des éléments comme ça à la lumière du jour. C'est important, parce que les Africains ont tendance à croire que la vérité vient d'ailleurs. Les Africains ont tendance à croire que si c'est Alain Jules, bon, c'est pas trop crédible. C'est crédible quand c'est France 24. Même quand France 24 ment et se fout de notre gueule, on dit non, c'est bon, ça peut passer. C'est ça tout le problème. Je commencerai par dire qu'il faut que les Africains apprennent à faire confiance à leurs frères qui travaillent sérieusement sur ce genre de questions sensibles, puisque nous sommes avant tout impliqués, nous sommes les victimes de ce système, et quand nous nous battons pour faire triompher la vérité, non pas sur nos sentiments personnels, mais sur les éléments attestés, en nous basant parfois sur des documents qu'eux-mêmes rédigent secrètement, je pense qu'il faut que les Africains soutiennent cela. Et la deuxième chose, je dirais simplement que j'appelle surtout à la conscience historique des Africains, à la conscience des Africains, à cesser de penser que nos problèmes trouveront des solutions chez ceux-là même qui sont à l'origine de ces problèmes-là. Et encore une fois, sachons nous faire confiance. Ça, c'est très important. Et surtout, je vous remercie aussi Alain Jules pour l'invitation et bon week-end pour vos téléspectateurs. Bon, merci beaucoup Patrick Mbeko, merci d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous recommandons fermement ce livre-là. Vous apprendrez plein de choses pour essayer de comprendre l'Afrique, pour essayer de comprendre comment l'Occident joue avec l'Afrique. Merci pour votre confiance. À une prochaine fois. Excusez-moi, j'allais dire, il faut que les gens comprennent ce que nous, quand on parle d'Occident, on ne parle pas du peuple, du petit peuple qui est victime de ce système. Très important. Nous parlons des dirigeants, des pouvoirs, qui se foutent autant de ce peuple-là, des peuples en Occident qu'en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est important cette précision parce que le système de Milan a tendance à amalgamer les choses. Exactement. Pour essayer de brûler les... Ils aiment attaquer en meute et puis on a l'impression que finalement on parle du peuple français alors qu'on parle des dirigeants français. Voilà. Et ils parlent du peuple sans les respecter en plus. Exactement. Merci beaucoup Patrick Mbeko. Merci beaucoup Alain Jules.